consacré à plusieurs présentations communes entre donc, l'AFH et le Centre de référence hémophilie. Donc, la première présentation sera faite par Geneviève Piétu, donc membre de l'AFH, sur l'enquête qui a été faite, menée par l'AFH sur les attentes et les besoins de la thérapie génique. Les résultats qui ont été déjà communiqués, un peu publiés, mais Geneviève va revenir là-dessus. Ensuite, le professeur Yezine Dargo va présenter un petit peu le parcours de soins de la thérapie génique qui a été réfléchi ensemble avec l'AFH et le CRH sur cette nouvelle organisation que nous avons vue d'ailleurs ce matin, qui est complexe. Et puis ensuite, France Coag avec Roselyne Doiron qui va présenter, alors elle ne va pas présenter France Coag bien sûr, mais, parce que il faudrait une journée entière, mais va revenir spécifiquement sur le sujet du suivi de la thérapie génique dans la nouvelle version V3 de France Coag, et puis voilà comment la collecte des données, on voit très bien que cette collecte est essentielle sur le temps pour cette thérapie, mais pas que, pour toutes les thérapeutiques. Et puis ensuite, on aura une intervention de loin, à distance, par Stephen Pipe, sur les perspectives, on va dire, de la thérapie génique en hémophilie. Ça sera une présentation en anglais, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc je m'excuse un petit peu à l'avance, c'est vrai que c'est un peu complexe pour certains d'entre nous, mais voilà, on n'avait pas le choix, on avait sollicité une autre personne, mais elle n'était pas disponible. Non. Donc voilà. Et puis ensuite, on terminera par une table ronde où il y aura plusieurs intervenants. Il y aura un représentant de la NSM. Il y aura aussi une personne qualifiée qui a participé au rapport New Deal, peut-être quelque chose que vous connaissez, le rapport Elizabeth Bourne qui avait été demandé en début d'année. Et puis, il y aura aussi des représentants de l'AFH et de MEMO et des professionnels de santé. Et sur cette table ronde, en tout cas, il nous paraît important qu'on ait pu avoir cette discussion assez ouverte, sans l'intervention des différents industriels qui nous soutiennent et qui sont là parmi nous aujourd'hui, mais voilà, pour essayer de vraiment réfléchir sur des perspectives, sur comment on va maintenant, parce que maintenant, il y a des décisions qui viennent d'être publiées au niveau de l'HAS, et maintenant, il va falloir aller vers l'avant sur ce sujet-là. Donc, je laisse professeur Dargo introduire, puis faire le... En tout cas, on espère que cet après-midi sera totalement complémentaire à la science qu'on a écoutée ce matin. Ça va être beaucoup plus pratique, clinique, comment on va appliquer cette science dans la vie de tous les jours et comment les choses risquent d'évoluer, heureusement. Et je vais inviter d'abord Geneviève Piétu pour présenter l'avis des patients sur la thérapie génique, leurs attentes, parce que l'information au niveau des patients va être extrêmement importante et ça paraîtrait crucial pour l'AFH de faire cet état de lieu des connaissances actuelles. Merci. Donc, merci de nous donner l'occasion de présenter donc ces résultats de cette enquête qui avait été intitulée « Thérapie génique, une étude pour comprendre les besoins et les attentes des patients hémophiles ». Alors, pourquoi cette enquête? Notre objectif, c'était d'évaluer donc le niveau de connaissance des patients, d'évaluer aussi leur adhésion à cette nouvelle thérapie, d'estimer les paramètres qui pourraient influencer leur prise de décision pour passer à ce traitement. Et la cible que nous avions, c'est donc les patients vivant avec une hémophilie sévère ou modérée, de type A ou de type B, et qui avaient plus de 16 ans. Et la finalité, donc, c'est de produire de la connaissance qui permette d'orienter à la fois les actions de l'AFH, mais aussi des professionnels de santé, afin de proposer aux patients les outils d'accompagnement les plus adaptés. Alors, cette enquête, elle s'est faite sur la base d'un questionnaire en ligne qui a été construit donc avec l'AFH, le groupe de travail médicaments, et le CRH, essentiellement le professeur Yezine Dargo, avec l'appui de la plateforme Moi Patient et de SEMCA, des statisticiens, pour traiter les données. Et cette étude a été soutenue par Biomarin, CSL Behring et Pfizer.
Nous l'avons diffusé donc sur la plateforme, donc comme je vous le disais, en ligne, sur la plateforme de Moi Patient, du 20 octobre 2022 jusqu'au 20 mars 2023. Alors, en ce qui concerne l'AFH, via nos canaux de communication classiques, notre newsletter, la revue, des mailings aux différents présidents des comités régionaux et sur le groupe Facebook fermé de l'AFH. Et puis, du côté des professionnels de santé, via les médecins des CRC et MHC. Et nous avions fait un flyer qui a été distribué à chaque fois que c'était possible. Alors, ce questionnaire, il est très riche. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Il y avait évidemment le profil du répondant. Là, donc, il y avait toute une partie sur la connaissance et l'intérêt des patients donc pour la thérapie génique. À chaque fois, il y avait soit des questions auxquelles il fallait répondre par oui, non, ne sais pas, vrai, faux, ne sais pas, ou au contraire des notes de 1 à 5 en fonction du type de question. Et j'insiste sur le fait qu'à la fin du questionnaire, il y avait les bonnes réponses à ces questions qui étaient fournies et que les patients pouvaient télécharger. Alors, il y a eu donc une partie sur la connaissance et l'intérêt de la thérapie génique, une partie sur qu'est-ce qui va influencer donc la décision de passer à cette thérapie, et puis une toute petite partie sur l'impact que les patients voient sur leur vie une fois qu'ils auront été traités. Alors, on a eu 143 répondants, il y a eu 6 questionnaires qui ont été exclus parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule, disons, et on a traité donc 137 questionnaires. Alors, le profil, c'était évidemment essentiellement des hommes, mais quand même 7 femmes. Donc, vous voyez que les femmes atteintes d'hémophilie s'intéressent aussi à la thérapie génique, un non-binaire. L'âge évoluait donc entre 17 ans et 73 ans. On avait juste demandé la distance domicile CRC pour savoir si c'était vraiment, ça pouvait représenter un frein éventuel pour le suivi. Toutes les régions de France étaient représentées, mais avec un petit plus pour l'Auvergne, l'Île-de-France et la Bretagne. Toutes les personnes qui ont répondu connaissaient la FH, mais il y en avait 66,4% qui étaient adhérents. Donc un petit pourcentage en fait qui n'étaient pas adhérents. Et il faut noter qu'il y a 46% des personnes qui avaient un niveau de diplôme supérieur à Bac+2. Le type d'hémophilie, évidemment, il y a une majorité d'hémophilie A et aussi, enfin, il y a les hémophiles B, ce qui représente à peu près la répartition d'études d'hémophilie, une majorité d'hémophiles sévères, une majorité de patients qui étaient sous traitement prophylactique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on leur demande leur satisfaction vis-à-vis du traitement actuel, avec une note de 1 à 5, on voit qu'il y a 44,5% de patients qui sont très satisfaits avec une note de 5 et une grosse majorité qui est satisfaite d'une note de 3 à 4. Et en fait, seul un tout petit pourcentage n'est pas du tout satisfait du traitement qu'il a à l'heure actuelle. Alors, en ce qui concerne les résultats, et notamment l'intérêt et la connaissance pour la thérapie génique. Alors, on note qu'il y a 64,2% des patients qui s'intéressent à la thérapie génique car ils veulent en savoir plus et peut-être la choisir comme traitement pour eux. Et quand on leur demande « est-ce que vous seriez intéressé, lorsque les molécules seront disponibles, à être traitées ?» il y en a 33,6% qui sont intéressés dès que la thérapie génique sera disponible. Il y en a 38,7% qui préfèrent attendre qu'il y ait plus d'expérience avant de l'utiliser, 24,1% qui sont indécis et seuls 3,6% pensent ne jamais utiliser la thérapie génique. Et puis, lorsqu'on leur demande les risques, qu'est-ce qu'ils savent des risques, qu'est-ce qu'ils en pensent, il y en a quand même 54%. Donc l'autre partie qui ne pense qu'il n'y a pas de risque, donc 54% qui pensent qu'il existe des risques à l'utilisation de la thérapie génique sur le court terme et potentiellement sur le long terme. Alors quand on leur demande de citer les risques qu'ils
pour eux qui sont potentiels, ils citent essentiellement les risques hépatiques et éventuellement des cancers à long terme. Mais par contre, il y en a 56,6% qui n'ont pas conscience qu'il faudrait éventuellement recourir à un traitement immunosuppresseur et dans certains cas pendant un temps non négligeable. Alors, globalement, au niveau de la connaissance, quand on leur demande s'ils sont informés, il y en a 39,5% qui mettent pour une note de 1 à 2, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme pas du tout informés. Il y en a 55,5% qui disent qu'ils sont assez informés. Alors assez informés, c'est dans le sens un petit peu informés, pas suffisamment, avec une note de 3 à 4. Et il n'y en a que 5,1% qui s'estiment très informés. Et il y en a 60% qui ne semblent ne jamais ou presque jamais parler de thérapie génique avec les équipes des centres de ressources et de compétences. C'est au jour d'aujourd'hui. Alors, quand on leur demande « Connaissez-vous les avantages d'être traité par la thérapie génique ?» il y en a quand même 52% qui disent non et 48% qui disent oui. Et dans les 48%, quand on leur demande de citer les avantages, ce qui arrive en premier, c'est le fait d'arrêter la prophylaxie et l'augmentation de leur taux de coagulation. Et il y en a 34,8% qui pensent que leur vie quotidienne sera améliorée une fois qu'ils auront reçu la thérapie génique. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les questions qu'on avait posées sur la connaissance, parce qu'on allait quand même assez loin. Je vais juste vous montrer 2 ou 3 points qui me paraissent importants. Voilà, vous avez à gauche de ce tableau, vous avez les questions. À droite, vous avez le pourcentage de réponse. Ce qui est entouré en vert, c'est la bonne réponse. Et en gras, la réponse majoritaire. Alors, quand on leur demande, d'après vous, tous les patients hémophiles traités par la thérapie génique ont une expression satisfaisante de facteur 8 ou de facteur 9, il n'y en a que 26% qui répondent non, c'est-à-dire la bonne réponse, et il y en a 42,3% qui ne savent pas que l'expression, elle est variable et elle n'est pas forcément bonne. Quand on pose la question de savoir si l'expression peut éventuellement baisser ou même voire disparaître au cours du temps, il y en a 35% qui donnent la bonne réponse, mais il y en a 47,4% qui ne savent pas que ce taux d'expression, il peut baisser avec le temps. Quand on leur demande si ça sera possible, d'après eux, si ça sera possible de recommencer l'injection au cas où ça n'aurait pas marché, là encore, il y en a 58,4% qui n'ont pas conscience qu'on ne pourrait pas, avec les connaissances actuelles, recommencer l'injection, et que de la même façon, on ne peut pas changer d'avis. Une fois que c'est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Et il n'y en a que 2,2% qui ont eu toutes les réponses justes et 27% qui n'ont aucune bonne réponse. Donc vous voyez qu'il y a quand même des points, à notre avis, fondamentaux qui ne sont absolument pas acquis. Quand on leur demande quelle est pour eux la durée d'expression de la thérapie génique qui serait minimale, acceptable, il y en a quand même 21% qui disent si ça dure de 1 à 3 ans, ça sera bien. Mais il y a quand même 41,9% qui voudraient au moins une durée d'expression de plus de 6 ans. Et évidemment, quand on leur demande avec une note de 1 à 5, est-ce que c'est quelque chose d'important pour eux ? Vous voyez qu'évidemment, la majorité pense que c'est très important d'avoir une durée d'expression dans le temps. Alors, juste un autre point qui nous paraît important, c'est qu'est-ce qu'on connaît de l'éligibilité ? Bon, on voit que les patients savent que ça peut servir pour l'hémophilie A et l'hémophilie B. Par contre, merci. Il y en a 50% qui ne savent pas que tous les patients ne sont pas éligibles à la thérapie génique.
Et il y en a quand même un pourcentage non négligeable qui ne savent pas que ce n'est pas accessible aux enfants notamment. Donc là encore, vous voyez que les points fondamentaux ne sont pas complètement acquis. Alors, je ne vais pas plus loin dans les questions qu'on a posées, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Et juste quelque chose qui peut être intéressant, c'est savoir les facteurs qui vont influencer la prise de décision pour passer à cette thérapie génique. Alors, il y a 54,4% des patients qui estiment que ce qui sera très important, c'est de comparer avec leur traitement actuel, ce qui paraît tout à fait logique. Il y en a 53,7% qui veulent être informés par le centre de traitement sur les bénéfices et les risques, évidemment. Et il y en a 65,4% pour qui comprendre comment ça marche, le mécanisme d'action, est très important. Alors, j'ai juste rajouté quelque chose qui est non pas annexe, mais qui ne va pas directement dans la prise de décision, mais simplement pour le faire apparaître, c'est qu'il y en a 45,9% qui sont d'accord pour penser que la question du remboursement sera peut-être un frein pour l'accès des patients à la thérapie génique en France. La majorité des patients considèrent que les questions de prix, ce n'est pas leur problème en tant que tel, mais il y en a quand même une bonne partie qui commence à être conscient que si les prix sont très très importants, ça va être un frein à l'accès. Et ça, on essaye, nous, à l'association, de faire passer ce message parce que je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui l'ignorer. Pour vous, les professionnels de santé, le fait d'aller dans un autre centre pour l'injection de thérapie génique, dans un centre différent de celui dans lequel le patient est suivi, on voit que là encore de 1 à 5, pour la majorité des patients, ce n'est pas un problème, un gros problème, ça leur donne pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de réticence à aller dans un autre centre. Et même le fait d'aller plusieurs fois par an durant la première année dans leur centre de suivi pour être suivi, pour 36% c'est tout à fait acceptable et pour 23,5% ça reste acceptable. Donc ça c'est quand même quelque chose, à mon avis, d'important à avoir en tête, c'est-à-dire que le frein ne va pas être forcément à ce niveau-là, ça peut être un frein, mais ce n'est pas uniquement ce qui va déterminer la décision de passer à la thérapie génique. Alors juste un point, je passe rapidement là aussi sur la vie après la thérapie génique, je l'ai déjà évoqué, et 24% pensent que leur identité de personne atteinte d'hémophilie sera différente une fois qu'ils auront reçu la thérapie génique. 34% pensent que la qualité de vie sera améliorée, donc vous voyez qu'on a quand même un message positif, et 43,7% pensent qu'il sera important, s'ils faisaient le choix de passer à la thérapie génique, d'être accompagnés pour faire face à ce changement. Alors, juste pour conclure, l'intérêt et les limites de l'étude. L'intérêt de notre approche, c'est qu'on a co-construit ce questionnaire à la fois nous, association de patients, mais aussi avec des experts en tant que professionnels de santé, et qui sont basés sur donc les connaissances qu'on considère comme essentielles pour que le patient puisse prendre une décision concernant la thérapie génique. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs questions. Il y a eu donc des ressources, les réponses à ces questions, des ressources documentaires, notamment les petits livrets qu'on avait faits, des vidéos qu'on avait fait sur la thérapie génique. Donc, il y avait la possibilité d'essayer d'améliorer un petit peu la connaissance. Alors, la limite, c'est que on n'a que 137 questionnaires, on espérait en avoir 200. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu déçue, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Et les statisticiens nous disent que ça représente 3,5% des patients éligibles, donc c'est statistiquement robuste, donc je me range à l'avis des statisticiens.
Et bon, au niveau de la représentativité de la population, bah, vous voyez que bon, il y avait la bonne représentation des types d'hémophilie, il y avait une surreprésentation des hommes, mais ça c'est un peu normal quand on s'adresse à des patients hémophiles. Et puis il y avait quand même une grosse majorité donc de patients qui adhéraient à l'association, ce qui peut quand même être un biais si on considère que on essaye au maximum d'informer les patients de notre côté, et puis des patients qui ont fait quand même des longues études. Alors en conclusion, on peut dire que, alors que il y a déjà 2 molécules de thérapie génique qui ont maintenant leur AMM, hein, vous êtes tous au courant maintenant, le Roctavian du laboratoire Biomarin pour l'hémophilie A et Mgenix du laboratoire CSL Behring pour l'hémophilie B. La connaissance des patients sur la thérapie génique est faible. Plus de 60% des patients n'ont jamais discuté de thérapie génique avec leurs professionnels de santé et 39,5% reconnaissent ne pas du tout être informés sur cette thérapie génique. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce traitement irréversible. Alors, donc, il y a un besoin d'information, hein, c'est pas une news, c'est pas un scoop, hein, à apporter à la fois du côté de l'AFH et des professionnels de santé. On a entrepris un travail en commun avec le CRH et l'AFH donc pour la mise en place d'outils pédagogiques, à la fois en direction des médecins, mais aussi des CRC. Tout ça pour permettre une prise de décision partagée la meilleure possible. Bon. Et vous pouvez retrouver la totalité de ces résultats sur le site de Moi Patient. Voilà. Merci beaucoup, Jamila. Vraiment, les résultats de cette enquête, qui est quand même un peu biaisée, parce que plus de 40% des patients ayant un niveau éducationnel Bac plus 2, ça ne représente pas malheureusement je vais dire toute la population des patients. Et malgré ça, 60% n'ont jamais discuté ça dans leur CRC. Plus de 40% se considèrent qu'ils ne connaissent pas la thérapie génique. Donc, ceci vraiment souligne qu'on a besoin de faire de l'information. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce que vous aviez des questions sur les alternatives non substitutives? Non. Là, on n'avait pas ça. On leur demandait essentiellement si ils étaient contents, enfin satisfaits ou pas de leur traitement actuel. On n'a pas évoqué, autant que je me souvienne, les autres possibilités. C'était pas le sujet, c'était d'essayer de comprendre ce qu'ils savaient, mais on n'a pas demandé est-ce que vous connaissez tel autre truc. Vous êtes peut-être surpris des réponses par rapport aux autres traitements. Non, on n'a pas fait ça, hein, je crois pas. Absolument. Je vais dire, vu ce qu'on a entendu ce matin dans les pathologies neuromusculaires où il y a 0 traitement versus la thérapie génique, on n'est pas du tout dans le même contexte et ça sera très intéressant d'avoir cette information justement, quelle est l'attente des patients qui peuvent être plus exigeantes dans notre domaine. Oui, enfin on a quand même la réponse en ce sens qu'il y en a, ils sont satisfaits de leur traitement actuel et ils veulent comparer. Ça c'était la question, ils veulent comparer avec leur traitement actuel. Mais je vois ce que vous voulez dire, on n'a pas évoqué tous les autres traitements. C'est pareil, oui. Enfin, on essaye à chaque réunion de les informer, mais... Merci Geneviève pour cette présentation. Moi, je voudrais souligner une chose et puis te poser une question, puisque tu as été, j'allais dire, une des personnes les plus engagées pour essayer de rendre clair auprès de notre communauté les concepts de thérapie génique. Tu t'es déplacé dans toute la France pour faire ce travail. La première remarque, moi, je suis intéressé à ces questions depuis de nombreuses années et j'ai l'impression maintenant de commencer à comprendre les enjeux. Donc, ce qui veut dire qu'il a fallu que je m'engage avec beaucoup que je m'engage dans des groupes de travail, etc., pour pouvoir approcher, au fond, une compréhension
des enjeux de la thérapie génique parce que ce sont des nouvelles stratégies thérapeutiques qui engagent des nouveaux concepts. Et d'ailleurs, quand on pense aux progrès plasmatiques recombinants qui sont assez intellectuellement faciles à comprendre, même si la thérapie génique, le concept, on peut dire qu'il est relativement simple à imaginer, en fait, dans la réalité, nos traitements sont de plus en plus compliqués. De plus en plus, quand on emploie même le terme anti-TFPI, anti-TFPI, tous ces éléments-là, ça imagine qu'il faut avoir une compréhension de la chaîne de coagulation extrêmement fine pour pouvoir comprendre le mécanisme. Or, c'est un des points, c'est-à-dire les gens veulent comprendre les mécanismes d'action. Et je pense que ça a été aussi, c'est un facteur dans la décision en fait, qu'on peut avoir du choix d'une thérapeutique en disant mais au fait ça marche comment votre truc. Voilà. Et donc ma question maintenant, c'est pour toi quelles sont les pistes d'action possibles pour améliorer le niveau d'information et de culture de notre communauté autour des questions de la thérapie génique. J'ai l'impression, il y a évidemment le travail des professionnels de santé dans le colloque singulier. D'accord. Mais parfois, vous, les professionnels, vous employez des termes qui sont un peu compliqués, quoi. Vous avez 10 ans d'études, voilà, le niveau de... Je veux dire, pas 98% de la population n'a pas votre niveau d'études, évidemment. Donc c'est parfois compliqué d'enlever, de s'éloigner de son expertise, de son niveau de vocabulaire, etc. Mais nous, on a notre rôle à jouer en tant que mouvement associatif. Donc quelles seraient pour toi les pistes d'action pour rendre ça plus compréhensible, pour que le niveau de compréhension, de culture soit augmenté? Je ne sais pas exactement, attends, je vais d'abord dire, effectivement, bon, déjà, les présentations qu'on a pu faire depuis quand on a fait la journée entière de thérapie génique en 2017 et aujourd'hui, notre évolution, enfin notre regard sur la thérapie génique a changé parce que jusqu'à présent, il y a très récemment, on disait la thérapie génique, c'est un espoir de guérison, c'est magnifique. On savait bien qu'il y aurait des soucis, mais on se disait, c'est formidable, on fait une injection, tout va bien. Donc déjà, de ce point de vue-là, on a beaucoup évolué. Et en fait, au départ, c'était relatif. Le principe, comme tu le dis, c'est relativement simple. Une fois qu'on a compris qu'il y a un gène, une mutation, et qu'on va essayer d'apporter le gène normal pour permettre d'avoir la sécrétion d'une protéine normale, c'est assez simple ça à comprendre. Mais par contre derrière, on voit que c'est pas simple, qu'il se passe plein de choses, et c'est ça qu'on voudrait arriver à faire comprendre le mieux possible aux patients. Alors quant à savoir comment s'y prendre, on a appris avec les outils qu'on avait, on a fait notre jolie petite brochure là, qui est encore d'actualité parce que, à part les essais cliniques qui ont beaucoup évolué, toutes les questions qu'on se posait en 2017, elles sont encore d'actualité. On essaye d'être le plus présent possible dans toutes les réunions. On travaille en collaboration avec maintenant maintenant, un peu avant, mais surtout maintenant, avec les professionnels de santé. On a fait des sessions au congrès, on peut refaire des journées, on peut faire des tas de choses. Après, il y a le rôle des professionnels de santé, vous le savez mieux que moi, qui sont en proximité avec les patients et qui vont pouvoir expliquer au fur et à mesure les trucs. Mais c'est compliqué. Et plus ça va, plus ça devient compliqué. Donc, effectivement... 60% n'ont jamais discuté de ce sujet-là avec leurs professionnels. Juste un petit commentaire. Vous avez dit qu'on a 10 ans d'études, qu'on est des extrêmement experts. C'est faux. Ou peut-être, mais en tout cas, sur ce sujet-là, on n'est peut-être pas à égalité de connaissances. Mais pour nous, les progrès et la connaissance scientifique, elle s'est considérablement accélérée sur la thérapie génique comme sur les autres traitements, oui, et sur les enjeux en général. Et donc, on est, nous aussi, en permanence en mouvement pour essayer d'appréhender au mieux l'incertitude et vous la restituer. Oui. Ce qui est difficile. Et cette incertitude, elle existe
pour la thérapie génique, elle existe pour les autres traitements. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment les intégrer. Vous parliez d'anti-TFPI. J'ai revu ce matin pour une présentation de l'ISTH où on a parlé du TFPI alpha, bêta, du blocage du TFPI. Voilà. Et ça joue évidemment sur la pharmacocinétique de la molécule. C'est compliqué dans l'espace, dans le théâtre de la consultation, entre guillemets, de rentrer dans le détail de tout ça. Oui. Donc, est-ce qu'il faut le faire ? À quel moment, quel temps prendre, et donc non, on n'est pas, c'est pas simple pour nous tous. Mais c'est vrai que qu'on parle de TFPI, cette partie-là, elle est quand même encore plus difficile à mon avis à appréhender que la thérapie génique. Alors on a toujours Olivier qui nous fait ces magnifiques balances et ces trucs, mais c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre, alors que la thérapie génique, sur le principe, ça ne me paraît pas très compliqué à comprendre. Après, bon, tout ce qu'il y a derrière, si, mais... et oui. L'information loyale, elle doit être alimentée. Les petites brochures les brochures qu'on est en train d'essayer de faire, c'est le b.a.-ba du minimum qu'il faut comprendre, quoi. Et c'est pour ça que j'ai essayé de sortir 2-3 items qui me paraissent très importants. C'est-à-dire que, 1, ça ne marche pas tout le temps. 2, ça peut diminuer au cours du temps. Et 3, tout le monde n'est pas éligible. Déjà, quand on a déjà compris ça, à mon avis, on a déjà compris quelques trucs. Après, le détail, savoir si on prend avec inhibiteurs, sans inhibiteurs, les hommes, les femmes, tout ça, c'est hyper important, mais ça vient après, quoi. Enfin, pour moi, hein. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique, je crois, mais on a tout intérêt à travailler ensemble, même si on n'a pas le vocabulaire toujours le plus adapté pour tous les patients. On a appris à travailler ensemble. Je pense que vous allez apporter de l'information avec un langage peut-être qui convient mieux, mais tous les patients ne viennent pas à l'AFH, mais ils viennent pour la plupart en consultation, donc on va essayer de faire de notre mieux, de les orienter vers les AFH régionales, et essayer de vraiment s'appuyer sur cette coopération entre vous et nous pour que le plus de patients puissent être informés au mieux. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Merci beaucoup, Geneviève.